Bonjour, bienvenue dans Mediapart et bienvenue dans notre série d'entretiens sur la Russie, série que nous vous proposons en partenariat avec l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales. On a le plaisir de recevoir en tout 5 chercheurs et chercheuses qui vont nous aider à comprendre la Russie d'aujourd'hui et à quoi pourrait ressembler le 5e mandat de Vladimir Poutine, puisque ce dernier vient d'être réélu jusqu'en 2030. Notre invitée du jour est Clémentine Fauconnier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université de Haute-Alsace. Vos travaux portent sur la classe politique russe contemporaine et vous êtes notamment spécialiste de Russie Unie, le parti de Vladimir Poutine. Avec vous aujourd'hui, on va s'arrêter justement sur ce parti, essayer de comprendre à quoi il sert et si finalement Vladimir Poutine en a toujours besoin pour gouverner. Mais pour commencer, peut-être une question sur les élections du 17 mars elles-mêmes, remportées très largement à 87% par Vladimir Poutine. On avait beaucoup dit qu'elles étaient jouées d'avance, on savait que Vladimir Poutine allait gagner, on imaginait qu'il le ferait au moyen de plus ou moins de fraude. Est-ce que quand même quelque chose dans ce scrutin vous a surpris ? Surpris pas vraiment, puisqu'on savait que Vladimir Poutine allait gagner les élections, qu'il les gagnerait avec une très très large majorité. Et donc, oui, il y avait assez peu. Ce qui a peut-être le plus étonné, c'est en amont, c'est la campagne. C'est-à-dire que la question qu'on pouvait se poser, c'était de savoir est-ce qu'il y aurait malgré tout une petite place pour un candidat qui exprimerait un petit peu une opposition un tout petit peu plus radicale au pouvoir en place. En 2018, c'est Ksenia Sobchak qui a joué ce rôle. Navalny n'avait pas pu se présenter, mais Ksenia Sobchak avait quand même été la porteuse symbolique de ce discours et de cette Russie aussi qui est dans l'opposition. Et là, donc, ça, c'était le premier élément de suspense. Alors, pas de surprise, le mot serait trop fort, mais de suspense, de savoir. Et là, ça montre bien à quel point le régime russe continue de se verrouiller sans cesse, puisque là, il n'y a même pas eu la possibilité, donc pour Boris Nadezhdin, qui était le candidat anti-guerre, de pouvoir se présenter. Ça, c'est le premier élément, je dirais, sur lequel on était un petit peu attentif. Le deuxième, c'était de savoir quelle place la guerre prendrait dans la campagne électorale. Comme d'habitude, Poutine n'a pas fait campagne, mais ça, c'est une habitude depuis son arrivée au pouvoir en 99, mais dans la mobilisation qui allait être organisée par les administrations, notamment par les administrations, de savoir si la guerre serait utilisée comme un argument, et en fait assez peu. Alors même ce sont les 10 ans de l'annexion de la Crimée, on aurait pu imaginer qu'il y a à cette occasion toute une communication autour de ce sujet, et finalement, le choix qui a été fait, c'est celui de la dépolitisation maximale, et donc même la guerre finalement n'a pas été réellement mise en avant. Est-ce qu'elle aurait pu être utilisée dans quel sens pour mobiliser électoralement, sachant que quand même, globalement, les gens n'ont pas envie que la guerre prenne trop d'importance dans leur vie non plus en Russie ? Oui, mais la guerre est vraiment utilisée, je dirais, comme une façon d'unir la population russe contre toutes sortes d'ennemis, notamment ce que Poutine et son entourage appellent l'Occident collectif. Et donc, ça aurait pu être un élément supplémentaire de mobilisation contre une menace ou un péril contre la Russie. Et donc, avec en plus maintenant des mécanismes assez bien huilés qui permettent de mobiliser toute la société jusqu'aux enfants les plus jeunes. Et donc, ça aurait pu servir, et ça aurait pu servir vraiment un élément de communication comme Poutine, chef de guerre et protecteur de la population, et ça n'a pas été le cas du tout finalement. Alors si on en vient à Russie Unie, donc c'est un parti qui est majoritaire à l'Assemblée depuis 2003, qui a été présidé par Vladimir Poutine de 2008 à 2012. C'est un parti qui est tellement important en Russie qu'il existe un mot en russe pour désigner ses représentants. Excusez mon accent, les Edino-Rossi. Oui. Alors c'est donc un parti qui n'a jamais perdu la majorité depuis 2003. Est-ce que vous pouvez un peu qu'est-ce qu'on peut raconter pour nous faire pointer du doigt, nous, à un public français qui n'en entendons pas forcément parler, le caractère vraiment surplombant, hégémonique de ce parti dans la vie politique russe? Alors oui, c'est un parti hégémonique au sens électoral, parce qu'il est en effet ultra-majoritaire. Donc il a été créé en 2001, mais il est né de la fusion entre plusieurs organisations pro-gouvernementales qui font qu'en 2003, il avait déjà de fait la majorité à la Douma. Donc ça fait encore plus longtemps, ça fait pratiquement 25 ans aujourd'hui qu'il domine le jeu politique. Il n'a jamais perdu la majorité, il a failli la perdre, la majorité absolue. Je ne parle même pas de la majorité relative, ça évidemment, il n'en a jamais été question. La majorité absolue, donc les 50% des sièges, il a failli la perdre en 2011, au moment justement, à la fin du mandat de Medvedev, quand Poutine a annoncé son retour au pouvoir, à la présidence, qui n'a pas réellement été accueillie de façon très chaleureuse, ni par la population, ni vraiment par la classe politique, au moment où Navalny aussi a complètement, je dirais, est arrivé sur la scène publique et il a commencé à mettre en place sa stratégie de vote intelligent contre Russie Unie avec un certain succès. Et donc là, à ce moment-là, vraiment d'extrême justesse, Russie Unie a réussi à garder ses 50% de sièges à la Douma. Mais sinon, à part cet épisode
exceptionnelle, c'est toujours au moins les 2/3 des sièges, c'est-à-dire ce qu'on appelle la majorité constitutionnelle, qui permet de faire voter n'importe quelle loi extrêmement facilement, et même des changements à la Constitution sans aucune difficulté. Au niveau régional aussi, donc Russie Unie est ultra dominant, aussi bien donc la Russie c'est une fédération, donc il y a un niveau de souveraineté au niveau des entités fédérées. Et donc, pareil, avec une domination qui est entre 70 et 80% des mandats en moyenne. Donc, réellement, un parti ultra majoritaire qui ne perd presque jamais les élections. Quand il les perd, c'est au niveau local, parfois régional. Et bien souvent, on parle de pluralisme administré, c'est pas réellement un échec aux élections, c'est que parfois Russie ne présente pas de candidat, justement pour maintenir, je dirais, un tout petit peu sous perfusion l'opposition loyale qui existe et pour quand même mettre en scène une sorte de petit jeu politique malgré tout qui reste. Et alors, dès sa création en 2001, il est pensé comme, je cite, un mécanisme central pour assurer la continuité du régime. Expliquez-nous quel était le projet et pourquoi quelqu'un comme Vladimir Poutine ou les gens qui l'entouraient ont pu penser qu'ils avaient besoin d'un parti pour assurer la pérennité du régime. Alors, ce projet, il s'est précisé avec les années et, à mon sens, il a pu évoluer. C'est-à-dire que lorsque le parti a été créé, donc en 2001, il a été créé, je dirais, tout d'abord pour assurer à Vladimir Poutine et donc à l'exécutif central une domination dans 2 foyers d'opposition qui avaient donné beaucoup de mal à Boris Yeltsin, le président précédent dans les années 90, à la fois l'Assemblée, où Boris Yeltsin n'avait pas de majorité dans les années 90, et les régions qui étaient aussi assez frondeuses, qui étaient aussi un élément de pluralisme assez important. Et donc ça a été réellement dès le début un élément de conquête et de consolidation du pouvoir, et je dirais aussi de domestication du personnel politique. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, là où le projet a pu évoluer, où il n'a pas été tout à fait, où il y a eu des semblants de débats, si tant est qu'il y ait des débats qui soient accessibles, je dirais, aux citoyens et aux chercheurs en Russie, parce qu'évidemment, il y a quand même... tout ça est très opaque. La question, c'est de savoir si ça allait réellement devenir un parti dirigeant. C'est-à-dire un parti qui puisse vraiment soit implanté dans la société, qui ait la possibilité de formuler des programmes et des politiques publiques, et qui surtout permette éventuellement des changements au sommet du pouvoir. Ça, c'était, et qui forme le gouvernement. Ça, c'était l'option maximale. Finalement, cette option, elle n'a pas été retenue. Voilà. Il y avait plusieurs discours qui allaient en ce sens encore jusqu'en 2003, 2006, 2007, et finalement cette option n'a pas été retenue, et on est plutôt sur un parti que moi j'appelle hégémonique non dirigeant, c'est-à-dire hégémonique dans le sens où il détient énormément de mandats, c'est une machine électorale extrêmement puissante et très très mastodontique, je dirais, mais qui par ailleurs a très très peu de pouvoir. En fait, si vous regardez aujourd'hui la composition du gouvernement, vous avez à peine un petit quart de ministres qui sont membres de Russie Unie. Poutine et Medvedev ont chacun à leur tour dirigé Russie Unie. Medvedev le dirige toujours, mais ils ne sont pas membres de Russie Unie. Lors des derniers scrutins, Poutine s'est présenté sans le soutien de Russie Unie. Et donc, le choix qui a été fait en termes de configuration, c'est vraiment un exécutif qui est très surplombant par rapport à une organisation partisane qui est un instrument de domination parmi d'autres. Est-ce que dans ce contexte, ça a un sens de parler de l'idéologie de Russie Unie ? C'est un parti classé à droite, conservateur, mais vous disiez que finalement, dans la trajectoire qu'il avait prise, c'est pas un endroit qui produit énormément d'idées qui peuvent infuser le gouvernement, la présidence. Donc est-ce que ça a un sens de parler de leurs idées ? Alors oui, ça a un sens. Moi, je serais plutôt, mais je suis assez minoritaire. C'est-à-dire que Russie Unie, à la fois par les citoyens russes, les représentants de Russie Unie eux-mêmes et les collègues qu'on peut avoir est un objet qui n'est pas pris au sérieux. Parce que justement, il y a une telle asymétrie entre sa surface électorale et la faiblesse de ce qui s'y passe que bien souvent, même les gens de Russie Unie eux-mêmes, quand je faisais mon enquête il y a 10 ans, me disaient... Mais parce que vous avez consacré votre thèse... Voilà, parce que j'ai fait ma thèse sur Russie Unie, et donc j'ai pu faire une enquête de terrain, rencontrer les gens, faire des observations. Et eux-mêmes me disaient, mais Russie Unie, c'est pas un vrai parti, c'est une union de fonctionnaires, c'est une machine électorale. Les gens de Russie Unie eux-mêmes, en fait, tenaient ce genre de discours. Et moi, malgré tout, je me suis entêtée à m'intéresser à quelques clubs internes au parti qui se définissaient comme conservateurs et qui avaient pour vocation à organiser des débats ou des discussions au sein du parti et à donner une idéologie à Russie Unie, parce que finalement, ils ont pris les choses dans un sens inverse de ce à quoi on pourrait s'attendre. On a d'abord créé un parti qui s'est dit centriste, mais sans réellement vouloir définir un programme ou une orientation quelconque. Et après la révolution orange en Ukraine, qui a eu lieu donc l'hiver 2004-2005, parmi les différentes réponses, il y a eu le fait de dire, mais il faut quand même qu'on soit capable de formuler pourquoi on se bat et ce qu'on représente idéologiquement. C'est à ce moment-là que le terme de conservatisme a commencé réellement
conservatisme au sens anti-révolutionnaire au départ a commencé donc à circuler parmi les élites russes, parmi les dirigeants de l'exécutif et parmi Russie Unie. Et Russie Unie a fait une partie de ce travail. Et donc pendant le mandat de Medvedev, qui était donc de 2008 à 2012, c'était la période où moi j'enquêtais au sein de Russie Unie, il y avait donc ces clubs qui réunissaient vraiment une poignée d'acteurs. C'était vraiment très très minoritaire par rapport à l'ampleur du parti Russie Unie, mais qui s'intéressaient, qui débattaient sur le conservatisme et qui voulaient vraiment avancer un certain nombre d'idées. Ce qui est intéressant rétrospectivement, c'est que finalement un grand nombre de discussions ou de thèmes dont j'ai pu entendre parler à l'époque, aujourd'hui, ont gagné en surface. Alors ça ne veut pas dire que Russie Unie en fait est beaucoup plus influent qu'on croit, ça c'est pas vrai, mais ça veut dire que ça a été malgré tout un des laboratoires où ont été discutés, où ont commencé à être préparés tout ce qu'on a appelé après le tournant conservateur, qui a commencé à partir de 2012, c'est-à-dire la façon dont aujourd'hui les dirigeants russes surinvestissent les valeurs dites traditionnelles. Sur la famille, sur la foi, la vision du monde russe, la vision néo-impérialiste du monde russe. Tout ça, c'était des questions qui étaient assez peu discutées finalement. Le Poutine des années 2000 était assez peu préoccupé par ces questions. Or, c'est devenu aujourd'hui absolument central. Ça justifie énormément de réformes. C'est aussi un outil extrêmement puissant dans la façon dont la Russie se présente comme une sorte d'opposé à un Occident libéral décadent. Et donc, finalement, c'est pas un parti où il se passe rien du tout. Voilà. Simplement, c'est une configuration qui n'est pas celle du Parti communiste de l'Union soviétique. Ça n'a rien à voir. Et puisque c'était un laboratoire à l'époque où vous l'observiez, où vous avez vu aussi émerger, commencer à être discutés certains concepts, certaines idées, est-ce que l'observer aujourd'hui nous permet de dire quelque chose sur peut-être les années futures et le chemin que pourrait prendre quelqu'un comme Vladimir Poutine dans les années futures, ou au contraire, sa relation à ce parti aussi a changé? Vous disiez par exemple que pour la première fois aux élections à la présidentielle là, qui s'est déroulée le 17 mars, il n'était en fait pas officiellement candidat de Russie Unie. Est-ce qu'il y a il commence à y avoir une... Oui, il y a une distanciation. Je pense que la période où j'ai enquêté sur Russie Unie était une période très particulière, qui était un petit peu une croisée des chemins. C'est-à-dire que c'était déjà assez évident que Russie Unie ne serait pas un parti dirigeant, ça avait été dit quasiment explicitement, mais c'était le mandat Medvedev. Et donc le mandat Medvedev a quand même, d'une certaine façon, incarné... C'était un régime autoritaire. Pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus, mais une forme d'autoritarisme un petit peu qu'on pourrait appeler un autoritarisme un petit peu 2.0, c'est-à-dire quand même un petit peu plus tourné... Une fois de plus, pardon, je m'interromps moi-même, le Medvedev de 2008-2012 n'est pas du tout le Medvedev actuel, qui s'est considérablement radicalisé, droitisé. Donc le Medvedev de 2008-2012 incarnait quand même quelque chose d'un peu plus libéral, d'un peu plus pro-occidental. Il parlait beaucoup de modernisation à l'époque. Et donc il y avait quand même encore l'idée, on pouvait encore assister à des débats d'idées, à des controverses. Et le statut de Russie Unie était quand même encore un tout petit peu plus central aujourd'hui dans la vie politique qu'il ne l'est aujourd'hui. À partir de 2012, ce qu'on a vu apparaître, c'est des organisations, je dirais, alternatives et concurrentes à Russie Unie, qui ne sont pas formellement des organisations partisanes, non, mais par exemple le Front populaire pan-russe, qui est une espèce de grande organisation qui vise à réunir toute la société civile derrière Vladimir Poutine. Et donc, je dirais, là, depuis une dizaine d'années, le rôle de Russie Unie s'est peu à peu réduit à être une machine électorale. Et donc, à mon sens, c'est beaucoup moins là, aujourd'hui, qu'il faut aller regarder ce qui se passe pour essayer de comprendre quelles peuvent être éventuellement les initiatives ou les tournants de demain. Il y a d'autres instances pour ça. Il y a des think tanks, par exemple, qui ont été travaillés, enfin, qui ont été étudiés par certains collègues. Voilà. C'était une période, je dirais, par hasard, je suis tombée à l'époque où Russie Unie était, je dirais, le plus actif. Et peut-être une dernière question, le fait que Vladimir Poutine se détache un petit peu de cette organisation, ça peut paraître surprenant si on fait des comparaisons historiques, parce que les autocrates sont souvent adossent aussi la longévité de leur régime à un gros appareil partisan. Quelle conclusion on peut en tirer? Est-ce que ça veut dire que l'isolement de Poutine peut aussi nous dire quelque chose sur comment ça va se passer pour la suite? Alors, Russie Unie, je pense un petit peu par la force des choses, s'est transformée en une sorte de bouclier, je dirais. C'est-à-dire que c'est un parti qui suscite une très grande antipathie dans la population, même, je redis, même auprès de mes enquêtés eux-mêmes qui étaient membres de Russie Unie, parce que bien souvent, ils avaient d'autres fonctions. Et donc, Russie Unie, je pense, permet de fait de faire un petit peu bouclier et de canaliser, et de canaliser, je veux dire, toute la défiance que le régime politique russe peut susciter, y compris auprès de ceux qui, par ailleurs, sont tout à fait loyaux à Vladimir Poutine et à tout ce qu'il incarne. Donc c'est pour ça que je pense que ça ne peut pas être aujourd'hui un instrument réellement de continuité du régime. Deuxièmement, je pense que le pouvoir en Russie est extrêmement personnalisé et que si on laisse vraiment une organisation fonctionner pleinement, ça veut dire qu'il faut la contrôler. Ça veut dire qu'il faut beaucoup investir dessus, ça veut dire qu'il faut quand même aussi se donner
le mal d'avoir une réelle implantation sociale. Or, jusqu'à récemment, en tout cas, le régime politique russe était extrêmement regardant sur tous les investissements qu'il pouvait faire. Voilà. Et donc, c'était beaucoup trop de moyens en termes financiers, en termes humains, en termes d'implantation sociale. Et donc, c'était vraiment réduit au strict minimum, à savoir gagner les élections. Voilà. Et donc, ce que ça dit aujourd'hui du problème qui va se poser au régime politique russe, il y a des études qui sont faites sur les régimes politiques et qui montrent que les régimes qui sont basés soit sur l'armée, soit sur un parti politique, survivent beaucoup plus au décès de leurs dirigeants, ou à la disparition de leurs dirigeants. Ils peuvent perdurer, parce que justement, il y a des mécanismes qui existent et qui permettent de choisir un successeur. Si vous avez un régime dit personnalisé ou personnaliste, fondé sur une personne, ce qui est le cas aujourd'hui de la Russie, en revanche, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, le paradoxe, je dirais, le grand paradoxe de la Russie, c'est que plus on avance dans le temps, et plus Vladimir Poutine semble absolument irremplaçable. Or, il vieillit, donc même si aujourd'hui la Constitution n'a pas été changée, mais finalement il y a eu quand même, on a profité du changement de Constitution pour remettre les compteurs à zéro et lui permettre encore de se présenter 2 fois 6 ans. La question de ce que sera la Russie après lui est complètement ouverte. Merci beaucoup Clémentine Fauconnier. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission préparée donc en partenariat avec l'EHESS était en accès libre, mais Mediapart n'existe que grâce à vos abonnements, donc continuez de vous abonner ou de faire abonner vos amis et vos proches. À bientôt.